Bon, salut tout le monde. OK. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous pouvez faire des pouces en l'air, vous pouvez ouvrir votre micro. En fait, génial. Donc, on va commencer l'activité. Donc, on a laissé à peu près 3 minutes aux gens pour se connecter, pour ceux qui voulaient, ben, qui étaient un peu en retard. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle donc Camilla. J'espère que vous m'avez vu peut-être dans d'autres activités. Je suis étudiante au bac en droit et c'est ma deuxième année en tant qu'ambassadrice avec l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants. Donc, je vous souhaite la bienvenue encore une fois à l'Université de Montréal et je vais vous expliquer rapidement donc, le déroulement de l'activité, l'objectif aussi de l'activité, puis comment ça va, en fait, comment ça va se passer avec mes collègues, les ambassadeurs. Donc, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi l'accueil soutien aux nouveaux étudiants, donc juste pour ceux qui ne le savent pas. La SNE, en fait, c'est une service parmi tous les services des services aux étudiants qui a pour principal objectif de favoriser votre intégration au sein de l'Université de Montréal, donc de vous soutenir, surtout lors de votre première année d'études. C'est composé d'ambassadeurs, donc de nous, et des professionnels aussi qui ont pour objectif de vous outiller, donc de vous donner tout ce que vous avez besoin pour bien commencer vos études. Donc, l'objectif de l'activité, c'est vraiment de partager avec vous nos expériences avec les études à distance. On a eu l'occasion, évidemment, vu que ça fait longtemps qu'on est quand même à l'université, ou ben, ça fait quelques années, on a eu l'occasion de vivre la session à distance à l'hiver et à l'été aussi pour ceux qui, comme moi, ont eu l'occasion de prendre nos cours l'été. Donc, on voulait tout simplement vous donner nos témoignages, en fait, par rapport à ça, les expériences, nos expériences, les difficultés qu'on a rencontrées, les ressources qui nous ont aidés pour passer à travers différentes difficultés qu'on a tous rencontrées parce que c'était vraiment une situation particulière à laquelle on a dû s'adapter assez vite. Donc, c'est vraiment de façon très informelle. C'est vraiment une rencontre dans laquelle on souhaite discuter avec vous, dans laquelle on souhaite vous entendre aussi, surtout dans la deuxième partie. Donc, ça, c'est pour l'objectif d'activité. Mais donc, les déroulements, comment ça va se passer? C'est qu'on aura deux parties dans l'activité. On aura la première partie, c'est les témoignages de mes collègues concernant justement les études à distance. Ils vont un peu donc vous raconter ce qu'ils ont vécu, comment ça se passait pour eux, dépendamment de ce qu'ils ont dû traverser, des choses auxquelles ils ont dû faire face. Et par la suite, dans la deuxième partie, on va vraiment ouvrir la discussion. Donc, on va vous permettre de prendre la parole. En fait, vous pouvez tout le temps prendre la parole, mais dans le sens que ça va être vraiment plus libre à vous aussi de nous raconter ce que vous avez vécu. J'imagine que si vous venez du cégep, vous avez aussi dû faire face à des cours à distance pour terminer votre cégep. Fait qu'on veut vous entendre, on veut savoir qu'est-ce que vous avez trouvé difficile, qu'est-ce que vous avez fait en fait pour finir finalement votre session le mieux possible ou pour passer à travers donc toute cette situation-là auquel on a dû en fait faire face à la fin de la session d'hiver surtout. Donc, la première partie, comme je vous ai dit, ça va être les témoignages de mes collègues. Je vais vous les introduire vite, vite. Ils vont se présenter, ils vont vous donner leurs témoignages. Puis, par la suite, on va vous donner peut-être 4 minutes pour poser des questions, si vous avez des questions par rapport à ce qu'ils ont dit durant leur témoignage. Fait que je vais vous dire à peu près, à la fin, en fait, de chaque témoignage, vous pouvez prendre la parole. On vous invite fortement à ouvrir votre micro, poser la question à l'oral. Si vous voulez ouvrir votre caméra, si vous vous sentez à l'aise, allez-y, c'est vraiment cool. On peut vous voir aussi. Mais essayez le moins possible de poser vos questions sur les chats parce qu'on veut vraiment que ça soit sur une forme de discussion. On comprend que des fois, vous êtes un peu plus gêné, tout ça. Donc, il y aura quand même quelqu'un qui va répondre à vos questions sur le chat, mais on veut vraiment vous inviter à prendre la parole avec le micro, ouvrir votre micro, comme je vous dis, si vous vous sentez bien aussi, à ouvrir votre caméra. Donc,
Voilà, ça c'est pour le déroulement de l'activité. Comme je vous dis, donc vous aurez tout le temps de petits 4 minutes pour poser des questions entre les témoignages des ambassadeurs. Puis par la suite, on va juste ouvrir la discussion. Avant de commencer, je m'aimerais peut-être, quand on aimerait tous les ambassadeurs vous poser des petites questions. Donc, lancer un petit sondage juste pour savoir, en fait, votre parcours, connaître un peu plus ce que vous avez vécu par rapport justement à les études à distance. Donc, je vous invite fortement à répondre vite, vite. On va vous donner un petit... Parfait, ça rentre, c'est cool. Merci, merci de remplir le sondage. Donc, encore quelques minutes. Parfait, ça s'est rempli assez bien. Ah, quand même, il y a une grande majorité quand même qui a déjà suivi des cours à distance. C'est bien. Ça va nous permettre de discuter davantage dans la deuxième partie. C'est vraiment cool. Non, il y a quelques personnes au cycle supérieur. C'est génial. OK. Donc, je vais fermer le vote. OK. Parfait. Merci beaucoup tout le monde pour avoir partagé, répondu, partagé votre expérience puis répondu au sondage. Donc, on va commencer. Je vais juste... Ça, parfait. Donc, on va commencer avec ma collègue Alexandre. Donc, elle va se présenter. Il va vous exposer un peu son expérience à elle. Vas-y, Alex. Oui, bonjour tout le monde. Comme Camilla l'a dit, je m'appelle Alexandre, je suis également une ambassadrice étudiante. Ça fait 4 ans que j'étudie à l'UQAM, ou en fait, je commence ma 4e année ici et je termine cette session un bac en communication et politique. Donc, c'est un peu ça pour ma présentation. Sinon, bon, ce qu'il faut savoir par rapport à mon expérience au cours à distance, c'est que la plupart de mes professeurs ont opté d'enseigner la session d'hiver passé, ou en tout cas ce qui restait de la session d'hiver passé, selon le mode d'enseignement asynchrone. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient, mes profs, c'est qu'en fait, ils s'enregistraient dans une petite caméra en train de donner leur cours et ils rendaient l'enregistrement disponible pendant tout le reste de la session sur Studium. Et ce qu'ils faisaient également, c'est qu'ils ouvraient une plage horaire sur Zoom pour qu'on puisse leur poser nos questions en temps réel et qu'on puisse comme tous partager les réponses et profiter des questions des autres parce que des fois, il y a quand même des bonnes questions et c'est bénéfique. C'est bénéfice, en tout cas, bref, c'est bon pour tout le monde. Moi, ce qu'il faut savoir quant à mes préférences personnelles pour étudier, pour travailler, c'est que pour bien me concentrer, j'ai besoin du silence total. Donc, vous aurez compris, je suis comme bien contente de la réouverture des bibliothèques parce que sinon, ça ne marche pas du tout mon affaire. Donc, c'est silence total. Une autre chose, c'est que je me couche vraiment tard. J'ai vraiment de la misère à m'endormir dans la vie. Donc, moi, c'est parfait travailler la nuit. Je me suis dit qu'il y avait au moins ça de bon dans le confinement et dans les cours en ligne, c'est que, bref, je pouvais travailler toute la nuit si ça me tentait. Et donc, c'est un peu le conseil que je pourrais vous donner, c'est que comme on a peut-être la chance d'avoir nos cours sur des enregistrements audio ou sur des enregistrements vidéo, on peut les suivre quand ça nous plaît et les suivre quand c'est le plus bénéfique pour nous. Et donc, c'est important d'adapter son horaire à ses besoins et à ses préférences d'études et ça peut juste nous aider. C'est également, je pense, primordial de bien définir les temps d'études par rapport au temps de loisirs, au temps de travail. Si, comme nous, vous faites du télétravail à partir de la maison, comme on est tous ou presque chez nous en ce moment, c'est assez épuisant de travailler et de vivre dans le même espace en plus d'étudier là. Donc, pour moi, c'est vraiment important de délimiter des temps où je fais chaque chose. Comme ça, quand je suis en train d'écouter la télé, je me sens pas mal de ne pas être en train d'étudier. Et donc, ça baisse mon stress général. Et bon, c'est bon pour tout le monde. Sinon,
Il y a un petit danger dans la technique que moi j'ai eue, en fait, dans l'enseignement asynchrone, c'est que tu as plein de temps pour le faire et tu peux suivre tes cours comme bon te semble. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de faire comme moi et de rattraper 5 semaines de cours en une semaine. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Là, en plus, vous allez être tout mélanger parce que vous allez avoir plein de questions, mais là, les profs vont être comme ouais, mais ça, c'est la matière d'il y a 5 semaines. Pourquoi tu me poses ça maintenant? L'examen, c'est dans 3 jours. C'est peut-être pas comme le bon moment de le faire. Donc, vraiment, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous définir des objectifs et des dates maximales pour faire chaque tâche parce que sinon, ben, ça va être difficile sur le moment. Et donc, c'est pas mal ça. Bref, restez organisé, profitez de l'opportunité qu'on a de bien pouvoir adapter nos études à notre horaire. Et c'est pas mal ça. Est-ce que vous auriez des questions pour moi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous invite donc à poser vos questions vraiment à l'oral. Donc, à ouvrir votre micro. Si jamais vous êtes gêné, il n'y a pas de problème, il y aura une deuxième partie, donc durant laquelle vous pouvez effectivement poser votre question si jamais vous êtes un peu, on vient de commencer, on comprend que vous êtes un peu peut-être gêné de prendre la parole, mais on va vous donner peut-être quelques secondes pour ceux qui aimeraient peut-être poser une question. Si vous êtes correct, vous pouvez aussi lever le pouce pour nous dire tout est bien, j'ai pas de questions. Génial. Donc, ben, on pourrait, si personne. Moi, je pourrais briser la glace avec une Oui, première question, s'il n'y a pas d'étudiants qui se proposent. vas-y, Moi, Louis. j'aimerais savoir, Alexandre, est-ce que tu dirais que ça s'est bien déroulé malgré tout? Est-ce que tu as su réussir tes examens, tes remises de Ah oui. travaux? OK. Ben oui, en fait, moi, c'est plutôt bien déroulé. J'étais assez surprise d'ailleurs de mes résultats. Je m'attendais à comme l'apocalypse. Finalement, je pense aussi que les profs ont été cléments, il faut dire ça. Mais sincèrement, là, vos profs, ils savent que c'est un peu difficile pour tout le monde. Donc, si vous avez de la difficulté avec les délais, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous leur écrivez un message, puis ils peuvent vous accommoder. Moi, ils ont vraiment été accommodants avec moi. Je vous le souhaite également. Donc, voilà. Et je pense, en fait, cette session, en fait, on a été pris un peu au dépourvu à la session d'hiver, fait que toutes les profs étaient un peu aussi perdus dans leur façon de fonctionner, ils devaient s'adapter rapidement. Fait que c'était vraiment différent. Ils ont eu quand même tout l'été pour se préparer, pour faire un cours qui est un peu plus organisé, qui a déjà des stratégies un peu plus pensées, si on veut. Mhm. Donc, c'est sûr qu'il comprend aussi la situation. Cette situation. Oh. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Euh, donc, c'est ça, comme je vous ai dit, ben, ils vont être sûrement plus, ils vont comprendre en fait que c'est pas facile tant pour eux que pour nous aussi. Fait qu'ils vont sûrement, comment dire, s'adapter, vous accommoder si jamais vous avez un problème, vous ne pouvez pas remettre votre travail pour une raison X. Donc, moi, j'ai senti ça. Moi, j'ai déjà commencé mes cours. Fait j'ai commencé cette semaine et j'ai vraiment senti ça de la part des profs. Ils nous faisaient savoir qu'ils étaient là quand même pour nous, puis que si on n'avait jamais des imprévus, des choses qu'on ne pouvait pas réaliser au courant de la session, ben, qu'ils allaient quand même nous écouter puis être vraiment ouverts. Donc, j'imagine que c'est vraiment un point positif pour cette session. Donc, si personne n'a des questions, on va peut-être passer à notre deuxième intervenant, donc Liv. Je te laisse te présenter. Je ne vais pas introduire ton sujet, mais tu peux commencer. Eh ben, allô tout le monde, moi c'est Liv, donc comme vous pouvez peut-être l'entendre avec mon accent, je suis étrangère, je suis française. Donc ici, en fait, je suis là pour parler surtout de l'approche des cours en ligne par rapport au fait d'être étudiant international. Donc moi, pour mettre les choses en contexte, je viens de finir mon bac, donc j'ai fait ma dernière session et mon avant-dernière session en ligne, puisque mon avant-dernière session, c'était la session d'hiver et que l'université a coupé les cours subitement en plein mois de mars. Et ensuite, j'ai fait aussi une session d'été, donc avec mes cours complètement en ligne. Donc moi, en fait, au-delà de... Parce que quand on pense étudiants internationaux, étudiants en ligne, on pense surtout au décalage horaire, etc. C'est vrai que le décalage horaire m'a un petit peu dérangée au niveau de la session d'hiver, parce que j'avais pas prévu, en fait, que j'allais rentrer. Donc, j'avais pris des cours
Mes cours d'après-midi sont transformés en cours du soir et mes cours du soir sont transformés en cours du milieu de la nuit. Donc, c'était pas forcément idéal, mais bon, je m'en suis sortie quand même là. Je vivais un peu à l'envers pendant 2 mois, puis après, ça s'est bien passé. Et après, pour les cours d'été, je me suis adaptée. Mais moi, je dirais que le gros défi que j'ai rencontré, c'était garder la motivation. Parce que du jour au lendemain, je suis partie de Montréal, j'avais plus mon cercle, j'avais plus mes habitudes, j'avais plus mes repères. Je me suis trouvée dans la famille, dans la maison de famille avec mon grand-père, ma mère, mon frère, mon chat, mon chien. C'était vraiment complètement... ouais, j'ai perdu tous mes repères. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 astuces qui m'ont un peu sauvée niveau motivation, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais fini mon bac aussi bien que finalement ça s'est passé. Donc, ma première astuce, c'est, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup changer d'environnement assez fréquemment pour étudier. J'aime pas étudier tout le temps à la même place, surtout quand je varie mes tâches. Par exemple, quand je fais un peu de recherche et qu'ensuite, il faut que je passe à la rédaction. J'aime pas du tout rester au même endroit. J'ai l'impression de rester bloquée dans ma tête et de ne pas réussir à le faire. Donc, j'ai en fait aménagé un peu à travers la maison de mon grand-père d'abord, puis maintenant, je suis dans l'appartement de ma mère. J'ai essayé d'aménager différents espaces, un avec plus de lumière naturelle, un avec plus dans ma bulle où je sais que personne ne me dérangera. Et comme ça, je pouvais varier mes tâches et varier mes endroits. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé pour garder un peu le cap. Ma deuxième astuce, c'est d'utiliser des applications. Alors, je sais que normalement, le téléphone, c'est genre notre pire ennemi quand on essaie d'étudier. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Mais j'aime beaucoup les applications Forest et AppBlock. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais Forest, en fait, c'est un espèce de timing où ça va planter un arbre pendant que vous étudiez ou que vous faites peu importe quoi. Et donc, en fait, ça vous empêche de vous servir du reste de votre téléphone. Si vous quittez l'application, la plante meurt. Et si vous avez un peu de cœur, ça vous rend triste de voir la plante mourir. Donc, vous vous dites, bon, on va étudier. Puis c'est ça, les jours où j'arrivais vraiment pas à me concentrer, je me mettais un timer de genre 15 minutes et je me disais, au moins tu t'étudies 15 minutes. Puis en général, après les 15 minutes, j'étais partie sur ma lancée, donc je m'arrêtais pas. Puis AppBlock, c'est bien pour bloquer vos applications à certaines périodes de la journée, par exemple Instagram, Facebook. Au lieu de les désinstaller complètement ou quoi, moi je les bloquais de 8h du matin à 6h du soir, par exemple, pour pas risquer d'être distraite. Et ma troisième astuce, c'est les séances d'études en ligne avec des amis ou quoi. Alors, je sais que c'est plus difficile pour ceux qui viennent d'arriver à l'université parce que vous ne connaissez pas forcément grand monde. Mais il y a beaucoup de ressources qui existent pour vous, les associations étudiantes, par exemple, les associations de programmes. Il y a aussi UDM+1, bien évidemment, pour rencontrer des gens. Puis j'ai vu que sur UDM+1, il y a beaucoup de gens qui ont des initiatives aussi de créer des groupes WhatsApp, de créer des groupes Instagram. Donc, vraiment pour rencontrer des gens et tout, même si ce n'est pas forcément des gens du même programme, au moins vous êtes tous nouveaux étudiants, nouvelles étudiantes. Puis vous êtes un peu tous dans le même bateau. Donc c'est ça, moi, grâce à ces 3 astuces, donc en variant mes espaces d'études, en me servant de mes applications à bon escient et en faisant des séances d'études, j'ai réussi vraiment à bien finir mon bac, à rester à peu près motivée pendant ma session d'été, sachant que c'était ma dernière session à vie et que j'avais juste envie d'être en vacances. J'ai quand même réussi à rester motivée. Puis c'est ça, je suis ouverte à toutes vos questions par rapport au fait d'être étudiant international, d'avoir des cours en ligne. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a peut-être qui ont des questions, qui aimeraient peut-être avoir plus d'informations par rapport à l'expérience que Liv a vécue, donc la session passée qui était pas mal particulière? On va juste peut-être laisser quelques minutes. Sinon, vous pouvez donc... Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Oui? Ok. Je remercie la présentation parce que moi-même je suis étudiant international. Voilà. Je suis au Bénin, donc j'aurais aussi le problème du décalage d'horaire et tout ça. Puis qu'elle est retournée en France pour faire les autres cours à distance, comment les examens se sont passés? Comment quoi s'est passé quand je suis rentrée en France? Je suis Les désolée, j'ai de la examens, misère. voilà. Les examens. Ouais. En fait, pour ma session d'hiver, donc quand je suis rentrée en plein milieu de la session, la plupart des profs ont fait des examens asynchrones. Donc en gros, ils nous mettaient un questionnaire disponible le lundi et on avait toute une semaine pour le faire et on le rendait, par exemple, le vendredi. J'avais 2 cours aussi où les profs ont fait exactement la même chose, un questionnaire, mais c'est juste, on avait genre 2 heures, 3h30 pour le faire. Donc à ce niveau-là, c'était un peu plus embêtant parce qu'en général, c'était de 22h à 1h du matin ou quelque chose comme ça avec le décalage horaire. Mais je pense après aussi le défi avec la session d'hiver, c'est les profs ont dû s'adapter très très rapidement.
et faire un peu ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et à la session d'été, ça a été, en tout cas pour moi, vraiment plus, enfin, mieux adapté en fait aux étudiants internationaux. Les profs ont vraiment compris que le décalage horaire, etc., ça ne nous tente pas de faire des examens à 4 heures du matin. Donc en général, en fait, ils nous donnaient 2 jours. Puis c'est un examen, en fait, c'est sur Studium, il y a une fonctionnalité qui permet il pose un examen. Et une fois que tu le commences, tu as genre 3 heures pour le terminer, mais il le laisse disponible sur genre 2 ou 3 jours. Donc sur 2 ou 3 jours, tu peux choisir quand est-ce que tu vas faire tes 3 heures d'examen. C'est juste que vraiment, une fois que tu le commences, il faut que tu le finisses. Tu peux pas le faire sur plusieurs fois et tout. Mais ça permet au moins de le faire en pleine journée quand on est encore avec toutes nos capacités intellectuelles. Est-ce que ça Ok. répond à ta question? Oui, oui, très bien, j'ai bien servi. Alors, j'ai une deuxième question. Ouais. Vu que je suis futur étudiant international, donc je ne maîtrise pas vraiment encore comment les choses se passent à Montréal, à l'IDEM, voilà. J'aimerais savoir, les compositions se faisaient d'habitude pas écrit, et comme vous êtes à distance, vous l'avez fait directement sur l'ordinateur, ou Oh, c'est comment bon, ça du se coup, j'ai passe? réussi, meuf. Je suis désolée, j'ai vraiment de la misère à entendre ta question. Ok, je répète. Ouais. Je demandais tantôt, les compositions à l'IDEM, je ne maîtrise rien encore quoi. Donc, j'aimerais mieux comprendre à travers votre présentation. Les compositions se font sur papier à l'IDEM ou sur l'ordinateur. Ah, la composition pour les examens, genre pour rédiger les examens. Oui. En fait, ça va tout se passer normalement sur Studium. Donc, soit tu vas avoir un questionnaire sur Studium directement qui est ouvert et tu tapes sur Studium avec ton ordinateur, soit il laisse un document Word, enfin un traitement de texte, et ensuite tu l'ouvres dans ton ordinateur, tu réponds et tout ça, et tu l'enregistres et tu le retéléverses après sur Studium. Dans tous les cas, normalement, puisque tu es à l'étranger, tout va se passer par la plateforme Studium. Ok, vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Il y avait une question de Maëva aussi, j'aimerais savoir. Euh, Si tous les cours se donneront en asynchrone ou est-ce qu'il faut contacter chaque professeur pour savoir? En fait, c'est vraiment propre à chaque professeur. Donc, il faut vérifier dans les plans de cours. Normalement, les plans de cours devraient pas tarder à apparaître sur la plateforme Studium aussi. Après, je vous conseille vraiment, si jamais vous voyez que c'est un mode hybride, par exemple, où il faut être disponible de temps en temps, venir de temps en temps sur le campus, etc., les profs sont quand même au courant que les étudiants internationaux n'ont pas le droit de rentrer sur le territoire pour l'instant. Donc, vraiment, essayez de les contacter, surtout s'il s'agit de cours obligatoires vous êtes tous en première année, donc vous allez certainement avoir des cours obligatoires que vous êtes obligés de faire. Donc vraiment, écrivez aux professeurs, écrivez aussi à votre personne ressource, ça, c'est ce qu'on appelle les TGDE, pour vraiment, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'ils vous mettent des mesures d'accommodement pour que vous puissiez le suivre, peu importe où vous êtes. Puis moi, mon cours d'été, par exemple, il était synchrone, mais le prof s'enregistrait aussi pour ceux qui ne pouvaient pas assister à cause du décalage horaire, à cause du travail. Donc vraiment, je pense que c'est des mesures qui sont possibles à mettre en place. Si vous écrivez aux profs et tout, ils vont être compréhensifs. Là, c'est pas de votre faute toute cette situation. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question de Justine qui dit, vous nous conseillez de faire des notes à la main ou par ordinateur? Bah, ça, Allô, c'est j'ai une vraiment... question. Est-ce qu'on m'entend? J'ai une question. Oui, on t'entend. Bonjour. 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 J'étais juste en train de répondre à Justine. Est-ce que je peux prendre ta question juste après? Oui, ok. Ok, super, merci. Alors, Justine, elle disait les notes à la main ou à l'ordinateur. C'est un choix très, très personnel. Personnellement, moi, je préfère écrire à l'ordinateur parce que j'ai toujours peur de rater quelque chose. Donc, j'écris beaucoup plus vite à l'ordinateur, puis après, je trie ensuite. Mais après, il y a beaucoup d'articles et tout qui disent que écrire à la main, c'est mieux pour la mémorisation, pour la concentration, etc. Donc, c'est vraiment personnel. Je pense que, moi, en première année, en tout cas, j'avais fait un peu des tests. Les cours où j'étais un petit peu moins bonne, je les écrivais à la main pour être sûre. Puis, l'ordinateur, c'était dans les cours où j'étais plus à l'aise. Puis, au final, j'ai fini par switcher quasiment que ordinateur. Mais c'était très personnel. J'ai des amis qui écrivent aussi complètement à la main. Donc, vraiment, ça va être à toi un peu, je pense, de faire des crash tests en première année pour voir un peu qu'est-ce que tu préfères. Et du coup, Marie, tu avais une question? Oui. Moi, c'est Marie-France. Bonjour. Marie-France, bonjour. Oui, Bonjour. je suis nouvelle à l'UDEM en première année pour un baccalauréat en enseignement. Et en même temps, je suis parent étudiant et vraiment, c'est pas trop facile pour moi de concilier. Je suis parent monoparental en plus.
Donc, ce n'est pas tellement évident pour moi de concilier et les études et mon fils. Donc, j'aimerais savoir, pratiquement, quand on a, par exemple, 3 cours en une journée, comment s'organiser de façon pratique pour être vraiment efficace? Tu voudrais vraiment faire tes 3 cours dans la même journée ou est-ce que, genre, par exemple, parce que tu pourrais écrire, par exemple, à tes professeurs pour savoir s'ils enregistrent le cours et comme ça, tu ne serais pas obligé de les faire les 3 sur la même journée. Tu pourrais faire un jour, un autre jour. Ou est-ce que c'est une volonté d'organisation de faire tous tes cours la même journée? Non, je demande pas. Si c'est un exemple que je donne. Si c'est par exemple, si c'est imposé qu'on a peut-être 3 cours en une journée, par exemple, c'est imposé. Comment on peut s'organiser de façon pratique? Je pense vraiment dans cette situation-là, il faudrait que tu communiques avec les professeurs pour voir s'ils peuvent effectivement enregistrer les cours. Parce que 3 cours dans la même journée, même quand on n'a pas les problématiques d'être à l'international ou d'avoir des enfants, ça reste vraiment une situation quand même intense, là. Donc ouais, je te conseillerais d'écrire au professeur pour voir si il y en a au moins un qui peut être enregistré et que tu puisses le suivre un autre jour de manière asynchrone. Parce que 3 cours dans la même journée, le troisième cours, je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui rentre dans ta tête. Donc après, c'est très, très personnel. Mais je pense que ouais, 3 cours, sachant que les cours, normalement, durent 3 heures chaque, ça fait 9 heures de cours, c'est quand même beaucoup. Mais si je peux me permettre, est-ce que vous avez une horaire comme ça? Vous avez 3 cours? Parce que normalement, ça serait vraiment étrange, je dirais, qu'on vous impose 3 cours par jour. Comme dit Liv, c'est vraiment... normalement, c'est les étudiants qui font leur horaire, dépendamment de leur disponibilité. Fait que si quelqu'un prend 3 cours par jour, c'est parce qu'il y a une volonté de faire ça comme ça, mais ça m'étonnerait quand même que la faculté ou votre programme vous impose 3 cours par jour. Mais c'est ça, encore une fois, si jamais c'est le cas, ben, ça serait bien de contacter avec vos professeurs. Puis d'ailleurs, oui, est-ce que c'est Steve? C'est bon, je l'ai muté. OK, c'est bon. En fait, juste pour ton information aussi, il y a un groupe Facebook, parents étudiants. Peut-être que tu pourrais aller joindre sur lesquels il y a justement tous les étudiants qui vivent un peu ta situation, qui ont des enfants. Ils partagent des informations, ils partagent des ressources, ils communiquent entre eux, ils créent un peu une communauté. Donc, je t'invite fortement à aller joindre ces groupes-là. Mais voilà. Est-ce que peut-être il y avait d'autres personnes? On va peut-être passer au prochain ambassadeur. Donc, Louis Frédéric, est-ce qu'il était là? Oui, je suis là. Merci, Parfait. Camilla. Donc, je peux débuter ma présentation. Puis, s'il y en a qui ont des questions, que ce soit pour retourner sur ce que Liv a dit ou à propos de mon expérience, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Louis Frédéric, là. C'est écrit sur mon chandail. C'est cool, hein? Je suis étudiant en urbanisme, puis je suis ambassadeur aussi, donc j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je dois vous annoncer d'emblée que je suis une personne anxieuse, très anxieuse, puis ça a un effet, dans le fond, sur mon rendement académique. Ce qui a fait que lorsque on nous a annoncé en mars que les cours allaient se faire à distance, moi, ça a eu un drôle d'effet sur moi. En fait, c'était vraiment pas très drôle. Genre, avec le confinement, je me suis retrouvé à être très, très anxieux. Puis les cours, les remises de travaux n'ont pas aidé. Donc, moi, mon expérience de cours à distance, ça a été un échec académique. Je vous dis ça pas pour vous démoraliser, mais bien pour vous dire que c'est possible, que les études d'emblée, c'est pas évident pour tout le monde, surtout pour des personnes anxieuses comme moi. Et là, genre d'ajouter les cours à distance, ça prend des trucs et astuces, ça prend une structure, ça prend un équilibre de vie. Si vous vous retrouvez dans une situation comme la mienne, ou même si vous avez des difficultés autres liées euh, à vos études à distance, il existe
des services adaptés à vos besoins. Donc, moi, je m'en suis remis, là. J'ai passé l'été avec un psychothérapeute, puis j'ai pu me rétablir. Puis là, je suis rempli d'énergie et d'enthousiasme pour débuter la session d'automne. Mais aussi, je sais que je vais devoir faire preuve de stratégie pour, pour en fait faire sûr que je suis bien mes cours, que je me donne des temps précis dans mes journées, dans mes semaines, pour me préparer à mes travaux plutôt que d'attendre 2 semaines avant, puis là que le stress explose, puis que je mange la crème glacée sur mon sofa, là. Donc, donc c'est ça. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à en parler pour vrai avec un proche, avec nous-mêmes, les ambassadeurs, sur le groupe Facebook UDM plus 1. Puis nous, on va vous rediriger vers le spécialiste. Ça peut être en orthopédagogie, ça peut être en aide psychologique, ça peut être en gestion de ton temps, ça peut être en gestion de ton stress. Il y a plein de ressources qui ont été développées, qui sont adaptées aux études à distance. Dans le fond, sur le site des services aux étudiants, il y a même un guide pour les études à distance. Donc, je vous invite à consulter tout ça, à faire vos recherches, puis à mieux vous préparer que moins vous préparer, parce que c'est ça. C'est des cours à distance, on est chez soi pour faire ses études, puis là, parfois, la motivation, ça peut ne pas être évident, mais je pense que c'est possible d'y parvenir, de réussir, puis Alexandre et Liv en sont deux exemples, puis il y en a d'autres aussi, là. Puis, en terminant, j'aimerais vous dire que c'est très important de développer un équilibre de vie, là. Fait que je pense qu'on va tout en parler, les ambassadeurs et les ambassadrices, mais je pense que c'est ça qui a vraiment eu genre une influence sur le bien-être étudiant. Donc, oui, les cours, c'est préoccupant, puis on se doit de faire nos lectures, nos cours et tout ça, mais je pense que c'est quand même important dans notre semaine de s'accorder un temps pour faire des choses qui nous plaisent, donc pour se changer les idées, que ce soit la course, le sport, les arts, des activités entre amis, genre téléphoner à sa mère, faire un cube Rubik, lire ta BD de Tintin préférée. Bref, je vous invite à prendre soin de vous pendant cette session-ci. Puis on est tous ensemble là-dedans, donc c'est important de s'entraider. Puis genre, n'hésitez pas à demander de l'aide aux étudiants, aux étudiantes de vos cours, aux ambassadeurs, aux ambassadrices, directement sur le groupe Facebook, à vos enseignants même, vos enseignantes, et si le besoin est nécessaire, aux professionnels des services aux étudiants, parce qu'ils sont prêts, ils sont beaucoup pour répondre à vos besoins. Voilà. Merci, Fred. Donc là, c'est des étudiants qui ont des questions, qui aimeraient peut-être savoir davantage concernant l'expérience de Louis-Fred. Allez-y, ouvrez vos micros. On vous donne quelques minutes. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait posé des questions. Y avait-tu sur le chat? Moi, je suis prêt, gang. Là. Shootez des questions. Je vais tôt ce matin, j'ai mangé, je suis prêt. Il y a une question là de Amadi. Ah oui? Amadi, est-ce que On t'entend pas. Non, ça dit que ton micro est ouvert, mais il n'y a aucun son. Peut-être essayer d'enlever tes écouteurs. Oui. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Très bien, désolé. Lui, Frédéric, tu es étudiant en urbanisme, c'est bien ça? En fait, moi, je fais des études d'architecture. Oui. Là, je commence une maîtrise en architecture du paysage. Et dans ce genre de cursus, en fait, on a des cours qu'on appelle des ateliers. En fait, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est des cours où on fait de la conception et tout ça. Et en fait, comment ça se passe, en fait, ce genre de cours à distance? Parce que je t'avouerai que je suis un peu sceptique, en fait, par rapport à ça. En fait, en général, c'est... Oui. Par rapport à ça. Enfin, je te laisse répondre. Je sais pas si tu as compris.
Non, non, il n'y a pas de problème. Pour répondre à ta question, je ne sais pas exactement ce que la faculté de l'aménagement et ses programmes ont prévu pour les cours ateliers parce que moi, j'en ai pas cette session-ci, mais je pense qu'ils vont faire en sorte que la majorité des cours, genre, soient des cours théoriques, mais dans tous les cas, je suis pas mal certain que le responsable de ton programme euh, ou même le ou la TGDE de ton programme va t'envoyer un courriel explicatif précisant qu'est-ce qu'il y en est à propos des ateliers pratiques. Et même si ce n'est pas le cas, tu peux leur demander euh, euh, directement là, à ta TGDE. Donc, cette personne ressource-là a les informations nécessaires par rapport au cours. Puis, sinon, ben, je suis pas mal certain que les enseignants, les enseignantes vont l'écrire dans les plans de cours, puis vont trouver des alternatives en ligne, mais je ne peux pas m'avancer plus que ça. Ce serait à toi vraiment de te renseigner auprès de la personne ressource de ton programme, là. Mais j'ai l'impression qu'ils vont faire un effort pour un petit peu s'adapter par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres personnes qui auraient des questions qui pourraient en fait poser la question en ouvrant leur micro? Ou on peut passer peut-être à l'autre. Moi, Laurie, Oui, Laurie. je peux. Dans le fond, je me demandais pour une personne, mettons, qui est anxieuse de base là, par rapport à l'école, puis on commence, mettons, moi, je commence mon bac puis à distance. Est-ce que vous auriez, mettons, des conseils plus pratiques à donner par rapport à ça? Oui, mais est-ce que tu peux préciser, mettons, par rapport à quoi, si c'est pas trop indiscret, tu sais, qu'est-ce qui te rend anxieux? Est-ce que c'est la gestion de ton temps? Est-ce que c'est juste le fait que les cours, genre, ce soient des cours à distance? C'est plutôt la gestion du temps, mettons, la préparation des examens. Parce que je veux dire, on n'a jamais fait ça vraiment. Là. Ouais, Mettons, moi, au cégep, il n'y avait plus vraiment d'examen. C'était comme free for all. Là. Fait que je sais ouais. comme pas trop comment voir ça et préparer le tout. Là. Bien, en fait, si je peux te donner un truc, là, c'est vraiment d'évaluer un peu quelles seront tes évaluations. Donc, d'évaluer tes évaluations, là, mais de te préparer de sorte à voir qu'est-ce que ça sera comme examen, puis quelles seront euh, genre les formes de l'examen. Ben, en fait, la structure de l'examen. Donc, si c'est de la rédaction, si c'est des questions à choix de réponse, si c'est des travaux, ben, la préparation se fait différemment. Puis j'ai envie de dire que le fait que ce soit des cours à distance, je pense pas que ça ait une influence vraiment sur ta préparation. C'est plus les évaluations en soi qui vont être en ligne, là, principalement. Dans ton cas, peut-être, ça dépend des programmes. Euh, mais pour ce qui est de la préparation à tes examens, c'est vraiment, puis moi, je suis allé vers une personne là, du soutien à l'apprentissage, je ne me souviens pas exactement de son titre, mais elle m'avait aidé de ce côté-là. C'était peut-être une psychopédagogue. C'était vraiment de voir le plan de cours, de lire les objectifs demandés et de se préparer en fonction de qu'est-ce qui est demandé dans les objectifs et aussi en fonction de la forme des évaluations. Donc, si par exemple l'objectif c'est de comprendre les éléments de genre telle chose, bien assure-toi de comprendre ces éléments-là. Puis ensuite, la forme de ton examen, si c'est des questions à court développement, bien là, prépare-toi à répondre de la sorte, donc 2 à 3 phrases par élément. Je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question, mais j'ai envie de te dire d'aller voir si tu en ressens le besoin. Dès le début de la session, là, si c'est possible de rencontrer un professionnel du soutien à l'apprentissage, de prendre rendez-vous en ligne. Moi, j'ai pris rendez-vous là, la semaine prochaine. Pour me trouver un emploi, là, mais c'est un autre exemple. Là. Mais genre, ça pourrait être fait là, dans ton cas si tu en sens le besoin. Puis si ça te préoccupe déjà, tu te dis, ben là, comment je vais me préparer? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Ça fait plaisir. Troisième question.
Une autre question, ouais? Oui, oui, je reviens sur la question des examens, à distance et tout, Oui. ouais, pour nous les étudiants internationaux. Alors, j'aimerais savoir les formats des examens, surtout les formats qui ça présente. Pourquoi je l'ai dit, pour un étudiant qui serait face à des formules mathématiques, composer sur l'ordinateur avec les temps qui seraient donnés, et pensez-vous de cela avec les formules, avec les temps que écrire une formule prend? Les examens à distance, dans ce cas, se passe concrètement comment? Je ne sais pas si je me suis fait suffisamment clair. Oui, donc pour répondre à ta question, je ne saurais te dire, si j'ai bien compris le programme de mathématiques, comment les évaluations seront. Euh, mais c'est toutefois une information que tu peux aller chercher auprès de ton association étudiante, de parler avec des étudiants, des étudiantes qui ont vécu les évaluations à distance la session dernière. Puis, j'aimerais te préciser également que ce sera toujours indiqué dans le plan de cours de ton enseignant et que ton enseignant, lors de la première séance, se doit de présenter la forme de tes examens. Donc, tu pourras poser tes questions directement à ton enseignant. Moi, c'est ça, j'ai pas vraiment de cours dans ce domaine-là, donc je pourrais pas te dire, mais si tu te renseignes directement auprès de tes enseignants ou d'étudiants qui ont vécu la situation, donc tu peux trouver peut-être le groupe de ton association étudiante sur Facebook et poser ta question dans le groupe. Mais là, tu seras en mesure d'obtenir une réponse plus claire, plus précise. Ok, merci, ça me rassure. Ça fait plaisir. Donc là, on va passer à la prochaine ambassadrice. S'il y en a qui ont encore des questions, vous pouvez revenir dans la deuxième partie. On vous donnera assez de temps pour poser vos questions, revenir si jamais, gardez-la. Là. Il y aura une autre partie, puis on va vous donner encore du temps pour poser des questions aussi entre les témoignages. Donc, on va passer au témoignage de Charlotte parce que les temps avancent, puis on veut quand même vous faire, en fait, vous présenter l'expérience de Charlotte puis de Ricardo, qui sont les deux ambassadeurs qui n'ont pas encore présenté leur expérience. Charlotte, vas-y. Donc, salut tout le monde. Comme Camilla a dit, je m'appelle Charlotte. Je suis dans l'équipe des ambassadeurs depuis quelques temps maintenant. C'est ma 6e rentrée à l'université. J'ai fait mon bac. Je suis en train de finir ma maîtrise en sciences politiques. Donc, aujourd'hui, je ne m'adresse pas qu'au second cycle, mais c'est sûr que mon expérience est teintée par mon expérience à la maîtrise. Mais je pense que ça va répondre à beaucoup de questions. Et Cyrine, ta question tombe pile à temps parce que moi, je vais vous parler aujourd'hui de la rédaction des travaux de session et de comment s'organiser à distance. Donc, j'ai fini la session d'hiver à distance. J'ai fait 2 cours cet été et 2 cours où j'étais vraiment en recherche intensive là, dans des sujets. Donc, j'ai dû vraiment, moi, me débrouiller, me trouver des trucs pour rendre mes papiers sans avoir accès forcément à la bibliothèque. Alors déjà, première bonne nouvelle pour tous les étudiants qui sont à Montréal ou proches de l'université, c'est que les bibliothèques vont être ouvertes tout au long de la session. Donc, ça rassure maintenant tous ceux qui sont sur le territoire et qui vont pouvoir profiter des livres en personne. Maintenant, pour tous les internationaux ou ceux qui sont plus loin, vous êtes dans la situation où on a été dans les derniers mois où vous ne pouvez pas aller à la bibliothèque. Je vous rassure, ça se fait super bien. J'ai réussi à rendre tous mes travaux et j'ai eu aucun problème là-dessus. Donc, première chose que je conseille, c'est d'installer le proxy de l'université. Donc, si ce n'est pas fait, c'est vraiment la chose la plus importante. Le proxy, on va vous mettre le lien dans le chat. C'est en fait avoir accès aux ressources de l'université en étant hors campus. Ça veut dire que l'université, elle paye des abonnements à des revues scientifiques, des magazines, des journaux, tout ça. Et en ayant le proxy sur votre ordinateur, vous avez accès à tous ces abonnements-là depuis chez vous sur votre ordinateur personnel. Ce qui fait que vous pouvez faire de la recherche. Donc, les bases en ligne de la bibliothèque sont vraiment incroyables. Genre, vous ne pouvez pas aller au bout de toute l'information qu'il y a en ligne, mais ça va vraiment vous aider
dans tout ce qui est recherche. Maëva, le proxy n'est pas payant. C'est vraiment juste, on a mis la procédure pour l'installer. C'est genre 3 étapes faciles. Donc, même si vous n'êtes pas bon en informatique, vous allez réussir à le faire. Donc, c'est vraiment mon conseil numéro 1. Mon conseil numéro 2, c'est de contacter les bibliothécaires. Okay? Les bibliothécaires à l'UDM, ils ne sont pas là pour placer les livres dans les rayons et ranger la bibliothèque. Ce sont des spécialistes. Ça veut dire que chaque bibliothécaire est assigné à un département. Donc, je prends mon exemple personnel. Je suis en sciences politiques. J'ai un bibliothécaire, Mathieu Thomas, qui a un background en sciences politiques. Ce qui veut dire que quand moi, j'ai des problèmes à faire des recherches et que j'ai besoin d'aide, il sait comment faire de la recherche en sciences politiques. Il sait quelles sont les bonnes ressources à aller chercher. Il connaît les bons magazines à lire, les articles intéressants. Il connaît les auteurs qui ont écrit sur des sujets similaires. Donc, cet été, à un moment, je ne trouvais pas de source qui m'intéressait. J'étais un peu perdue dans ma recherche. Je lui ai écrit. 2 heures après, il me revient. Il me dit « Regarde, tel auteur, on vient de commander ce livre-là en ligne. Tu vas pouvoir regarder tel article de journal. » Et il m'a aidé d'un seul coup. J'avais plein de sources à aller lire. Puis ça m'a comme relancé dans ma recherche. Donc, on a le proxy et on a les bibliothécaires. La 3e ressource que moi, je conseille vraiment à exploiter au maximum pour tout ce qui est recherche et travaux de session, c'est vos professeurs. Donc, même si vous êtes à distance, vos professeurs sont disponibles. Ils sont là pour nous, pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter de leur poser des questions puis d'aller les voir. Je sais, bon, au cycle supérieur, on a une habitude, je vais dire, à aller voir nos profs puis à discuter avec eux. On le fait de façon peut-être plus naturelle. Quand on rentre à l'université, on a souvent un petit peu plus peur d'aller poser des questions aux profs. On a toujours l'impression qu'on va poser une mauvaise question ou qu'on va arriver, qu'ils vont avoir l'impression qu'on n'est pas préparé ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Les profs sont vraiment là pour vous aider. Et dites-vous que chaque étudiant qui pose une question, c'est un étudiant qui s'intéresse à la matière du prof. Donc, le prof va vraiment préférer avoir des étudiants qui posent des questions plutôt que des étudiants qui ne s'investissent pas dans sa matière. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui sont à distance, vous écrivez un courriel à votre prof, vous demandez de l'aide. Moi, j'ai passé mes 2 cours d'été à écrire, je crois, aux 2 semaines à mes profs pour avoir des rendez-vous Zoom avec eux. Zoom, Skype, Teams, on était rendus sur toutes les plateformes. Ils étaient tout le temps disponibles. J'avais un rendez-vous dans la journée même où je demandais de l'aide. Ils répondaient à nos courriels super rapidement. J'ai passé des heures, je crois, dans l'été en rendez-vous, en visio, juste moi et mon prof pour avancer dans ma recherche. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller utiliser leur savoir. Les profs sont vraiment là pour nous transmettre leur savoir, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher ce savoir-là. Ça, je dirais vraiment, c'est mon top 3. Si jamais vous avez des questions pointues, n'hésitez pas. Comme je dis, j'ai pas mal d'expérience maintenant au niveau des cours en ligne. Et je crois qu'à la fin de ma session d'été, je mérite un badge d'honneur pour avoir survécu à mes 2 cours de maîtrise. Donc, c'est ça. Puis, personnellement, j'ai eu une belle expérience. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça plus dur que d'autres, les cours à distance. Mais je pense que si vous faites attention puis que vous prenez vraiment toutes les ressources que l'université offre, vous allez réussir à avoir une belle session malgré tout ce qui se passe en ce moment. Fait que si vous avez des questions, je suis preneuse. Bien, il y a Victoria, en fait, qui demande sur le chat, est-ce que le proxy, c'est juste pour ordinateur ou sur tablette et cellulaire, ça la fonctionne? Très, très bonne question. Toutes les procédures, je sais que c'est... Merci, Fred. C'est disponible sur tablette et cellulaire aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer tout de suite à Ricardo, donc mon collègue qui va aussi vous donner son témoignage. Ricardo, tu peux y aller. Merci beaucoup, Camilla. Donc, je vais me représenter à nouveau. Mon nom est Ricardo. J'étudie en fait au baccalauréat en littérature comparée. C'est ma 2e année. Et c'est également ma première année en tant qu'ambassadeur. Donc, ça me fait plaisir
d'être avec vous ce matin, ce soir, cet après-midi, pour parler un peu de cette expérience d'études à distance. Moi, je vous parle un peu de mon expérience. Donc, la session d'hiver passée, qu'on a passée à moitié en présentiel et ensuite à la maison, à distance. Ça a été une adaptation assez rapide. Ça a été une déception, je crois aussi, pour plusieurs d'entre nous. C'était bon, on devait se dire au revoir tout le monde, on ne pouvait plus être en personne sur le campus. Donc, ça a dû être une adaptation assez rapide. Je voulais aussi vous parler donc principalement de mon expérience de déménagement en pleine fin de session. Mais donc, ça peut être n'importe quel événement majeur qui se passe peut-être dans votre vie alors que vous êtes donc en mi ou en fin de session, quand il y a beaucoup d'examens, ça se succède. Et également parler de l'espace de travail. Donc, vraiment où vous allez travailler pendant votre session en distance. Donc, en très bref, j'ai déménagé le 1er janvier dernier en appartement. Et donc, c'était une super expérience. C'était ma première fois. Le 14 mars, c'est annoncé donc, la fin des études sur place. On doit être à la maison. Et donc, à ce moment-là, je me suis mis vraiment en mode adaptation. Et voici un peu les stratégies que j'ai optées et ce que j'ai appris au cours des semaines. D'abord, en fait, ça fonctionne toujours. L'importance de planifier d'avance. On en parlait tantôt. Je crois qu'il y a une limite à ce que notre cerveau est capable de gérer par lui-même. Donc, je pense pour chacun d'entre nous, trouver une façon d'organiser notre temps. Liv en parlait tantôt. Vraiment, ça peut être de différentes façons. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je garde un journal dans lequel j'écris à peu près tous les jours. Et ensuite, quand j'ai sorti tout ce qui est dans ma tête, ce qui est vraiment complet, ça peut être tant donc, les émotions, mais aussi les tâches à faire et tout, les examens. Donc, une fois que c'est tout mis sur papier, ensuite, je prends les éléments essentiels et je les mets dans un calendrier en ligne. J'utilise personnellement Google Agenda, il fonctionne très bien. Je peux mettre des couleurs et tout. Donc, c'est une façon de gérer le temps. Également, se réserver une journée dans la semaine pour faire ce travail de planification. Moi, je pourrais recommander, dans mon expérience, ça marchait bien une fois par semaine. Donc, à chaque semaine, on planifie pour la semaine qui s'en vient. Moi, je préférais le dimanche, personnellement. En après-midi, je prends un bon thé, je m'assois, j'écris, je planifie ma semaine. Ça me permet de visualiser d'avance. Comme ça, je sais à quoi m'attendre pendant la semaine et je n'aurai pas de surprise nécessairement. Donc, je planifie aussi peut-être les périodes d'études, les préparations des examens, si je dois aller faire l'épicerie ou quelque chose. C'est comme ça que je fonctionnais à la dernière session et comment je vais fonctionner également cette fois-ci. Ensuite, maintenant, parler de peut-être mon aspect préféré. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas la chance de fréquenter l'école, fréquenter les bâtiments nécessairement. Si vous êtes à l'international, c'est encore plus difficile, c'est différent. Vous n'allez pas être à Montréal sur le campus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on est à la maison, d'autant plus si on est confiné? Je me dis, si on est pour passer autant de temps au même endroit, il faut le rendre aussi cool, aussi amusant que l'on peut, aussi organisé. Donc, des principes de base un peu que j'ai développés, j'ai pensé. S'il y a des choses que tu aimes avoir dans ton espace de travail, de tout avoir avec le maximum d'accessibilité, donc c'est-à-dire un minimum de déplacement à faire. Donc, c'est pas si j'aime avoir des chandelles, mais pas en avoir si loin. Si j'ai besoin de papier, j'ai besoin de mes cahiers, que les avoir juste à côté de mon bureau. Comme ça, je peux facilement accéder à tous mes documents. Donc, si on a des boîtes, du logement, donc, c'est ça, tout placé de façon stratégique. Également, pendant les cours, si tu veux, par exemple, faire un peu d'exercice, tu veux te dégourdir, tu peux tout le temps fermer ta caméra, par exemple, garder le micro, par contre, garder donc l'audio et faire des pompes à côté ou juste faire des étirements. Donc, par exemple, si tu as besoin d'un rouleau pour le dos ou un tapis de yoga, peut-être planifie ça d'avance. Comme ça, pendant tes cours, ça te permet de faciliter un peu la vie, également quand tu veux t'entraîner. Ensuite, après, je dirais, c'est vraiment des petits trucs bonus. Encore une fois, on veut se remonter le moral, on va être dans un espace qui nous plaît. Je crois que ça participe autant. Donc, bien sûr, parler avec des gens,
bien sûr, consulter, donc, demander avec les ressources, mais aussi un espace qui nous plaît. Donc, moi, personnellement, je vais vous montrer, comme j'étudie en littérature, donc, j'ai besoin souvent dans mes rédactions d'un dictionnaire. Et donc, j'ai mon fameux petit Robert juste ici. C'est l'amour de ma vie, parce que j'adore les mots, j'adore les lettres. Donc, voilà. Donc, j'ai pensé à avoir un petit meuble juste ici pour avoir mon dictionnaire. Enfin, je voulais juste vous donner vraiment des petits mots-clés, peut-être des pensées, des vertus peut-être à développer. Question d'humilité, d'honnêteté avec soi-même. Donc, peut-être de ne pas se fixer des buts irréalistes. Ça s'en va un peu. Donc, si on a 2 examens back-à-back, donc avec les difficultés de la vie peut-être, ne pas se dire qu'on va étudier forcément après un examen si on n'en a pas de besoin. Donc, se laisser un moment pour décompresser. Par exemple, si on a 2 examens back-à-back séparés par une journée, on peut, après le premier, par exemple, faire notre épicerie, faire du ménage, juste se sortir un peu tout le temps des examens, du travail. Donc, seulement donner un moment de repos. Également, la progression. Donc, si tout s'écroule, on se perd un peu, on se décourage. Peut-être recommencer à travailler tranquillement, utiliser une application comme Forest, comme Liv mentionnait tantôt, peut-être faire un 15 minutes de travail ou un 10 minutes, pas plus, pause, et ensuite 15 minutes, pause, 20 minutes, pause, et donc reprendre tranquillement le fil. Et enfin, le dernier mot, peut-être, je dirais, dernière indication, dernière vertu à avoir, peut-être, c'est la compassion. La compassion pour soi-même, parce que c'est peut-être ta première fois en session d'études à distance. Donc, en quelque part, on ne peut pas être trop difficile avec nous-mêmes. On doit se donner, mais il faut quand même rester raisonnable, s'écouter, puis donc se donner des moments des fois quand il faut. Donc, si vous avez des questions par rapport à mon expérience, si vous avez des conseils pour la déco ou quoi que ce soit, je vous en prie, je vous écoute. Merci beaucoup, Ricardo. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait des questions, qui voudrait savoir davantage comment Ricardo, lui-même, il a très bien expliqué là, comment il a adapté son environnement pour mieux réussir puis se motiver. Il y a quelqu'un, je pense? Oui. Bonjour. Bonjour, Marie. J'espère que tout le monde va bien. Et en fait, j'ai déjà présenté une licence, un bac au Liban. Et c'est un peu une organisation beaucoup plus différente ici. J'avais lors des examens, par exemple, un jour d'examen où j'avais 2 examens à la suite et 3 jours de repos parce que le bâtiment était plus petit, il y avait plusieurs départements. Donc, j'avais plus de temps pour étudier entre chaque examen. Et maintenant, quand je vois mon nouvel horaire, il se trouve que j'ai chaque jour un examen lors des finaux. Vous ayant déjà présenté ce genre de cas, comment vous pouvez, quels conseils pourriez-vous me donner pour pouvoir concilier cet horaire de temps, ce nouveau départ en fait? Parce que j'ai passé 3 années à travailler avec des plages horaires assez libres. J'avais par exemple 4 jours avant le premier examen, 2 jours après pour ce qui vient après. J'avais plus de 7 matières par jour, par semestre en fait. Donc on arrivait plus ou moins à concilier cet horaire. Merci Marie en fait pour ta question. Je me dirais donc c'est ça. Quand tu as sans arrêt back-à-back des questions, des examens, 2 secondes, je ne le vois plus. Quand tu as back-à-back des examens comme ça, un jour après l'autre, moi ce que je dirais c'est vraiment d'abord mise sur une planification d'avance. Je dirais vraiment, si tu passes trop de temps à te demander qu'est-ce que tu dois faire après un examen à chaque matin, surtout, si dès le matin tu te lèves et tu ne sais pas qu'est-ce que tu as à faire, ça te demande beaucoup d'énergie mentale pour commencer à calculer, est-ce que je fais ça maintenant? Est-ce que je déjeune? Est-ce que je vais étudier? Donc, en début de session, c'est un peu moins important, quoique ça peut être une bonne habitude à prendre dès le début, une bonne hygiène. Moi, je dirais vraiment le plus possible, miser sur une planification d'avance, comme peut-être le dimanche, ça peut être une autre journée, celle qui fonctionne le mieux. Tu te dis, par exemple, si j'ai un examen à 13 heures, alors, donc, je vais réviser la veille toute la journée pour mon examen, donc, qui se passe, par exemple, le mercredi à 13 heures. Et le mercredi, le matin, tu peux peut-être te dire, bon, le matin, c'est frais,
tu peux réviser pour l'examen aussi du lendemain. Comme ça te donne une petite pause de révision pour l'examen que tu t'apprêtes à faire. Je ne sais pas, moi, dans mon expérience, ça a quand même bien fonctionné. Si je prends un peu de recul, si je suis quand même donc assez bien préparé pour un examen, si je prends un peu de recul, ça me permet donc de détacher un peu l'examen qui s'en vient. Je me mets donc dans un autre mode de pensée. J'essaie de réfléchir à l'examen qui s'en vient le lendemain. Comme ça, j'ai déjà du travail de fait le matin. Et ensuite, donc peut-être 1 heure avant l'examen que je m'apprête à faire, je vais donc réviser encore. Une deuxième chose que je dirais, moi, ça fonctionne personnellement comme ça. Je suis hyper matinal comme personne de base. Vous avez peut-être vu dans mes emojis ou dans le blog. Mais bref, moi, je travaille vraiment mieux le matin. Et ce que je fais, c'est que je m'assure de ne pas me coucher tard, pas avoir de distraction avant de me coucher. J'essaie de me coucher le plus tôt possible pour me lever plus tôt. Quand je travaille le matin, je suis très motivé, je suis très concentré. Le téléphone, il est loin. Et donc, j'ai réussi à faire beaucoup plus comme ça. Donc, si tu as un examen, encore une fois, à 13 heures, si par exemple, tu n'as pas du tout étudié parce que là, tu dois te rattraper et tu es vraiment à la dernière minute, lève-toi, je ne sais pas, plus tôt le matin, travaille fort jusqu'à, je ne sais pas, 11 heures, prends-toi un bon dîner et ensuite, tu auras même un petit moment extra avant ton examen à 13 heures pour vraiment, là, soit respirer ou soit encore juste te préparer, faire des petites lectures, t'étirer un peu, on ne sait pas. Et ensuite, bon, passer un bon examen. Si ça répond un peu à ta question. Oui, merci beaucoup. J'ai une seconde question qui peut paraître un peu random. En fait, de mon ancienne expérience, on n'avait pas de partiel ni de quiz. Même si on en faisait, ça ne comptait pas dans la note. On n'avait qu'un seul examen. Donc, on avait à tout étudier, tout ce qu'on a appris au cours du semestre, du trimestre. On devait le verser lors de l'examen. Est-ce que c'est pareil à l'UDM? Ou bien, parce que mon frère était dans une université privée et il avait des plages. Par exemple, pour son partiel, après le partiel, il ne devait plus étudier ce qu'il avait pris avant le partiel. Ça a été déjà traité. Est-ce que c'est presque similaire ou c'est le tout à présenter lors des examens? C'est encore une bonne question. Je te dirais que je n'ai pas de réponse fixe pour toi. Donc, il y a des cours peut-être où tu vas avoir les examens de synthèse, mais en fait, normalement, on peut pas, les professeurs ne peuvent pas donner un examen vraiment récapitulatif d'une session entière qui vaut comme 80% de la session à la fin le cours, si j'ai bien compris ta question. Normalement, tu as toujours un examen intra. Normalement aussi, je ne sais pas si c'est écrit comme règle, mais normalement, un examen ne devrait pas aller au-dessus de 60% d'un cours. Donc, il y a quand même une chance de te reprendre. Par exemple, tu as un examen intra, il vaut, je ne sais pas, 40 ou 50, puis ton examen final vaut un autre 50. Également, donc, tu as peut-être aussi des évaluations tout au courant de la session. C'est plus comme ça que ça fonctionne à l'UDM, je dirais. En tout cas, dans mes cours, personnellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont plus d'évaluations que juste un examen récapitulatif à la fin de la session, donc séparé du reste. Puis, en fait, si je peux intervenir, en fait, ça dépend énormément, comme tu dis, Ricardo, des programmes. Moi, personnellement, au bac en droit, normalement, c'est des examens des 70% à la fin, puis c'est récapitulatif. Okay. Non, mais c'est vraiment, ça dépend vraiment des programmes. Je pense pas que, ben en fait, je pense qu'au bac en droit, c'est vraiment quelque chose de très particulier de fonctionner comme ça. Mais je pense que c'est plus le prof qui va, ils ont la liberté, si je pense bien, de choisir si l'examen va être à la fin récapitulatif ou non. Normalement, quand j'ai fait mon bac en études internationales, c'était plus évidemment un examen intra, un travail, puis un examen final des 30%, à peu près 40%. Puis c'était des examens finaux pas nécessairement récapitulatifs. Mais au bac en droit, c'est tout le contraire. C'est vraiment un examen intra, puis un examen final récapitulatif. Donc, ça dépend vraiment des preuves. Ça va être indiqué encore une fois dans le plan de cours. Si tu as des questions par rapport à ça, tu peux poser la question au prof. Normalement, il y a toujours
il y a toujours des étudiants qui posent la question au début de la session ou vers l'examen pour se rassurer qu'est-ce qu'ils doivent étudier, en fait, pour être certains de qu'est-ce qu'ils doivent étudier. Donc, ils posent la question, est-ce que ça va être récapitulatif ou est-ce que ça va être juste ce qu'on a vu à partir de l'intra? Donc, c'est des questions que seulement les profs vraiment peuvent répondre clairement parce que c'est eux qui font leur choix au niveau des évaluations. Merci. Avec plaisir. On a 3 questions dans le chat, Camilla. Oui, on va les prendre. De toute façon, on va bientôt débuter la deuxième partie qui est vraiment la discussion. Je vais seulement intervenir peut-être pendant 1 minute, 2 minutes, puis à la fin, on a assez de temps pour laisser les gens discuter. Donc, Alessi, vas-y, tu peux lire les questions. On a Cyrine qui demande, certains de mes profs nous demandent les rendus qui seront notés. Est-ce qu'en plus de ça, on aura à passer des examens classiques, c'est-à-dire des examens durant 3 heures ou quelque chose comme ça? Alors, donc, je ne me rappelle pas c'est qui de l'équipe qui a parlé des examens. Je pense que c'est Liv qui avait parlé des examens en présentiel en quelque sorte. Donc, moi, je dirais encore une fois, ça peut dépendre du cours. Moi, personnellement, j'ai eu les deux. Donc, j'ai eu des examens, on me donnait des questions et on m'a donné, disons, 1 semaine pour le faire. Donc, mon prof, c'était normalement un examen qu'on faisait sur table, donc en classe avec un temps limite. Cette fois-ci, il nous avait donné 1 semaine, par exemple, pour répondre à 4 questions. Puis c'est des questions à long développement. Donc, tu peux avoir ce genre de questions, ce genre d'examen. J'ai aussi eu des examens qui étaient vraiment, donc, l'heure du cours normal devient donc l'examen final comme ça serait d'habitude. Par contre, donc à 1 heure ou l'heure du cours, l'examen est mis en ligne sur Studium, les questions, et ensuite tu dois remplir le même document directement le plus vite possible et tu as 3 heures comme tu l'aurais en classe pour faire l'examen. Donc à 4 heures, avant 4 heures, tu dois retourner sur Studium et ensuite télécharger ton document dans Studium et cliquer Envoyer pour que ça soit compté comme remis à temps. Donc, encore une fois, même cette question, ça va être vraiment avec le professeur. Tu vas voir dans le plan de cours, ça va être vraiment indiqué les modes d'évaluation et tu vas savoir si c'est donc fait en direct ou est-ce que ce sera asynchrone. Donc, on te donne des questions, tu les ramènes à la maison et tu les reportes. Parfait. On a la question de Olenka qui s'adresse directement donc à Ricardo. Est-ce qu'il y a des clubs d'écriture à l'UDM? Très bonne question. Club d'écriture, je n'en connais pas. Je sais que dans les départements de lettres, de littérature, il y a tout le temps peut-être les cercles d'études. Il y en a certains. J'en ai pas fait partie, malheureusement. Il n'y a pas de club d'écriture, de regroupement étudiant en tant que tel d'écriture. Ça, je le sais, je l'ai recherché. Par contre, j'avais peut-être l'idée d'en créer un dans mon propre département éventuellement. Donc, c'est à voir. En ce moment, il faut vraiment aller sur les sites vraiment des départements puis regarder s'ils font des fois des espèces de symposiums. C'est peut-être plus, ils présentent des recherches, mais il n'y a pas tant de clubs d'écriture en tant que tel. Mais c'est à voir. Et dernière question du chat, je ne sais pas qui veut y répondre. Lilou Jacob qui demande, vous nous conseillez de travailler combien d'heures en plus des cours? Moi, je peux partager mon expérience. Puis après, les autres, vous pouvez sauter aussi. Moi, personnellement, j'avais 4 cours la session dernière et je dirais peut-être un maximum de 10 heures par semaine, c'est bien, 10 à 12 heures. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à l'université. Ça va être ma 3e année. Et j'ai toujours travaillé, toutes mes sessions travaillé à peu près 10 à 12 heures par semaine et c'était ce que j'étais capable de gérer avec 4 cours. Si on m'en prend 5, je dirais peut-être de ne pas travailler parce que ça devient peut-être beaucoup à en prendre. C'est sûr, si tu es capable, vas-y. Mais sinon, je recommanderais pour 4 cours. Donc, c'est le minimum pour être à temps plein, peut-être 10 heures maximum. C'est mon expérience. Merci, Ricardo. Donc, vu qu'on a déjà terminé, on peut
répondre aux questions sur les chats. J'aimerais peut-être revenir avant qu'on passe à la deuxième partie, qui est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, une section livre, en fait, une partie dans laquelle on vise vraiment à discuter avec vous, encore une fois, répondre à vos questions. Fait qu'il y aura encore du temps pour ça, mais je voulais en fait juste clore un peu ce qui est les témoignages, tout ce qui a été dit par mes collègues. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de participer hier à l'atelier qui a donné les Césars. Donc, tout ce qui est le soutien à l'apprentissage concernant justement les stratégies d'études pour bien réussir ces études à distance, tout ce qui est, c'est ça, tout ce qui est lié avec les défis, les stratégies, tout ça. Je pense que notre vision, en fait, de cette activité, c'était vraiment de, si on veut montrer que tout ce qu'ils ont dit hier au niveau de la gestion du temps, au niveau des lectures efficaces et préparées aux examens, nous, avec notre expérience, on l'a quand même appliqué. On a essayé, comme dit Ricardo dans son témoignage, moi, je ne vais pas partager nécessairement mon témoignage parce que, bon, je vais me répéter un peu. J'ai vécu un peu les mêmes choses que mes collègues. Mais on a mis un peu en pratique ce qui a été présenté hier lors du César, lors de la présentation du César. S'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion, il n'y a pas de problème. Il y aura des ateliers qui seront présentés par le soutien à l'apprentissage le 8 septembre, un autre atelier. Il y aura également un atelier le 22 septembre et des ateliers, et un autre atelier le 28 aussi sur l'importance de gérer son stress. Donc, tous ces ateliers-là qui auront lieu plus tard par le soutien à l'apprentissage seront sur Udemy plus l'application Mon Udemy. Fait que vous pouvez vous inscrire, avoir la description. Fait que ce que je voulais dire pour clore un peu ce qui est notre expérience, c'est que c'est vraiment important, je dirais, d'essayer de relativiser un peu, d'être conscient de nos capacités puis de nos objectifs, d'essayer de penser quand on va commencer nos études, donc qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite faire dans chacun de nos cours, de créer un environnement agréable aussi au niveau de notre espace de travail. On n'est vraiment pas à l'université, on n'est pas dans un espace peut-être, comment dire, qui est déjà là, si on veut, on peut adapter notre espace puis le faire, si on a l'occasion, effectivement, le rendre un peu plus agréable pour se motiver. C'est ça, je pense, qui est difficile, surtout à distance. La gestion du temps aussi, vu qu'on est à distance, bien, c'est soit qu'on est tout le temps en train d'étudier parce que tout est à distance, tout est sur notre ordi, ou le contraire, on va procrastiner beaucoup, on va faire d'autres choses au lieu de faire nos cours, vu qu'on a accès rapidement à la cuisine, au salon, à la télé. Fait que c'est vraiment essayer d'être conscient de tout ça, puis trouver une façon efficace, parce qu'il n'y a pas une recette vraiment universelle pour bien réussir ses cours à distance. On fait tous face à des défis différents, on fait tous face à des enjeux différents, mais c'est vraiment être conscient de ça, puis trouver sa façon. Là, vous allez voir, même si nous, on vous donne des conseils, on vous présente nos témoignages, vous allez voir que c'est vraiment, vous allez trouver votre façon la première session, puis c'est vraiment essai-échec si on veut, là. On peut vous dire 1000 choses, puis vous pouvez essayer tout ça, mais peut-être que ces choses-là ne vont pas s'adapter à vous. Peut-être qu'on vous dit, c'est mieux de prendre les notes à l'ordi qu'à la main. Mais c'est à vous de trouver votre façon, c'est à vous vraiment d'essayer le plus possible d'évaluer ce qui s'adapte le mieux à vous. Donc, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment de relativiser un peu aussi, de ne pas trop, en fait, comment je pourrais dire ça, de vraiment, si on n'est pas capable de faire certaines choses, bien, en fait, être conscient que ce n'est pas grave, que vous n'êtes pas les seuls à vous trouver dans cette situation. On vit tous un peu la même chose, fait que c'est vraiment d'être conscient de ça, d'essayer aussi de trouver et d'aller voir les ressources qui pourraient vous aider. Il y en a plein à l'université. Des fois, on n'y pense pas, puis on ne fait vraiment pas appel à ces ressources-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Comme je vous dis, le soutien à l'apprentissage organise beaucoup d'ateliers concernant la gestion du temps, se préparer aux examens, adopter une stratégie efficace de lecture. Tous ces ateliers-là seront
disponible sur mon Udemy. Vous pouvez vous inscrire tout de suite. Puis il y en aura une autre la semaine prochaine, déjà le 8 septembre. Donc, si vous voulez vous inscrire, toujours sur l'application. Donc là, on a terminé la première partie. Il nous reste encore quelques 15 minutes, je dirais, pour discuter de vos expériences. On aimerait vous entendre aussi. Peut-être si ce n'est pas nécessairement des questions, vous pouvez aussi prendre la parole puis nous raconter un peu ce que vous avez vécu au cégep, si vous avez eu l'occasion de faire des cours à distance. Il y a quelqu'un, justement, je ne me souviens pas son nom, qui avait dit qu'au cégep, les profs vous ont laissé un peu... comme libre de faire à la fin de la session les travaux, tout ça. Donc, c'est ça, on aimerait vous entendre. Si vous avez d'autres questions, allez-y, on vous écoute. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vas-y. C'est pas vraiment une expérience que je veux partager, c'est une question. Oui. J'aimerais savoir comment faire des lectures efficaces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Peut-être toi, Charlotte? Oui, ben, je peux lancer un début de réponse, si Oui. quelqu'un pourra compléter au besoin. Alors déjà, pour officiellement, si vraiment tu cherches des stratégies, vraiment avoir un atelier là-dessus, il y a des ateliers que l'université offre sur comment faire des lectures efficaces, comment rédiger de façon efficace, tout ça. Donc, si vraiment tu veux quelque chose de complet, moi, je te conseille de suivre un atelier, puis ils en font plein en ligne, là. Dans mes trucs à moi que j'ai développés à travers mes années à l'université, on a beaucoup de matériel à lire des fois pour savoir, tu sais, pour nos travaux, est-ce que cette lecture va être pertinente ou non. Moi, personnellement, je lis, avant un article, je lis intro-conclusion. Et si l'intro et la conclusion ne m'accrochent pas, ne me donnent pas un intérêt pour ma recherche ou un élément pertinent, je passe à autre chose parce qu'il n'y aura rien de nouveau, en fait, dans le développement. Il y aura des détails, mais il n'y aura pas du nouveau. Tout sera dans l'intro et la conclusion. Donc, je pense que ça, c'est le premier truc de base, vraiment lire l'intro et la conclusion pour savoir si on a du temps à mettre dans tout le développement qu'on veut lire et comprendre. Après, un autre style, ça c'est quelque chose que j'ai développé un peu plus tard, c'est pour savoir si une recherche est pertinente à lire. Dans des outils, quand on fait de la recherche, on peut savoir combien de fois ce texte a été cité dans d'autres recherches. Donc, si un texte a été cité 200 fois, c'est qu'il a une pertinence parce qu'il y a 200 auteurs qui se sont basés sur ce premier article scientifique pour faire leur recherche à eux. Alors qu'un article qui a été cité 2 fois, ben, ça veut dire que beaucoup de chercheurs n'ont pas trouvé cet article assez pertinent pour l'inclure dans leur bibliographie à eux. Donc, ça, je dirais que c'est mes 2 trucs pour cibler dans ma recherche, là, parce que moi, je suis du style à chercher par mots-clés puis à télécharger comme 200 textes et ensuite lire mes intros, conclusions puis me faire une base de « OK, bon, ben ça, c'est les textes que je vais lire ». Donc, c'est comme ça que je trie puis que j'arrive avec des textes que je trouve intéressants. Puis l'autre chose que je fais souvent, c'est que quand j'ai un texte vraiment bon et que, admettons, dans ce texte-là, il va y avoir une donnée ou quelque chose qui m'intéresse, un argument qui va être amené, mais que cet argument vient d'un autre auteur, il va toujours être noté en note de bas de page, mais je vais aller chercher cette note de bas de page puis je vais la reprendre. Fait que ça, je dirais que c'est pas tant des trucs pour faire une lecture efficace, mais c'est pour trouver des lectures qui, elles, sont efficaces. Et une fois, moi, en tout cas, ce que je trouve, c'est que quand le texte est efficace, la lecture le sera obligatoirement. Parce que tu sais ce que tu cherches, tu sais que ça va t'intéresser. Et donc, ben, après, c'est juste une lecture que tu fais plus en profondeur. Donc, au lieu de trouver un moyen pour lire plein de textes rapidement, moi, je trouve comment cibler mes recherches rapidement et ensuite, je prends le temps de lire. Puis, si je peux rajouter, en fait, concernant plus de lectures peut-être obligatoires, donc là, dans ces cas, peut-être tu as des lectures que ton prof t'a dit de faire, non pas tant de chercher des lectures efficaces, mais plutôt comme une liste de lectures obligatoires. Moi, personnellement, au début de mon premier bac, j'étais comme, OK, je vais faire toutes mes lectures, je vais être vraiment assidue.
des fois, tu n'as pas le temps de tout faire, vraiment. Fait qu'il faut vraiment que tu sois consciente qu'il y a des lectures qui sont moins importantes, peut-être pour tes examens, tes travaux de recherche et peut-être ton cours. Et donc, il y a toujours le prof, normalement, une liste de lectures obligatoires, puis une liste de lectures optionnelles. Donc, là, déjà, tu sais que tu n'auras pas le temps de faire les lectures optionnelles. Puis, des fois, les profs mentionnent dans leur cours aussi des lectures. Fait que là, tu sais, OK, lui, il trouve ça pertinent. Je vais regarder cette lecture-là plus en approfondi, si on veut, parce que tu vois que le prof les mentionne la lecture, mentionne l'auteur, mentionne ce qui a été donné comme lecture obligatoire. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que normalement, les lectures sont associées à des thématiques, à un sujet que le prof va aborder durant, mettons, les cours 2. Fait que là, tu essaies vraiment de voir la lecture, puis de faire le lien avec le sujet. Donc, tu lis l'introduction, tu lis les sous-titres, qui sont à l'intérieur du texte. Normalement, c'est divisé par introduction, tu as comme des thématiques à l'intérieur. Donc, tu lis, si tu n'as pas le temps de tout lire, tu essayes au moins de comprendre vite le lien entre cette lecture-là puis la thématique que le professeur veut présenter lors du cours, puis la raison pour laquelle, en fait, le prof a mis cette lecture-là en lien avec ces sujets-là. Fait que c'est ce que j'ai fait normalement quand j'ai pas le temps de tout lire, toutes les lectures obligatoires. C'est sûr qu'en droit, c'est un peu différent parce qu'on a la jurisprudence, on a des articles des droits à lire qui sont quand même très pertinents, mais normalement, en lisant l'introduction, en regardant les titres, puis en faisant un lien avec le sujet du cours, ça pourrait t'aider à avoir une idée, puis en fait, de ne pas passer à côté peut-être des éléments qui seraient importants. Donc, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. S'il y a d'autres personnes qui voudraient peut-être prendre la parole. Oui, j'ajoute quand même un truc. Oui, bien, juste une petite note, là. Il faut vraiment prendre des notes quand on fait ces lectures. Moi, il y a un de mes profs qui m'a dit une fois, si tu lis un texte et tu ne prends pas de notes, c'est comme si tu ne l'avais pas lu, ça ne te sert à rien. Donc, vraiment, n'hésite pas à annoter tes lectures, fais des petits dessins. Oui, puis moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je prends des notes, j'essaie de ne pas nécessairement prendre des citations, à moins que ça soit absolument nécessaire. Je le remets dans mes propres mots. Comme ça m'aide à comprendre la matière plus facilement. Puis faire des petites notes à côté, ouais, c'est super important. Moi, je fais souvent des petites étoiles. Fait que oui, en fait, il y a des logiciels qui permettent de faire ça avec les lectures à l'ordi. Puis, si jamais vous ne vous sentez pas très à l'aise de faire tout ça à l'ordi, vous pouvez imprimer tout simplement le texte, puis vous-même, avec des surligneurs, une stylo, faire des petits trucs à côté, puis ça va vous permettre de mieux structurer votre compréhension du texte. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Quelqu'un qui veut prendre la parole, partager son expérience? Bonjour, moi j'ai une question. Oui! Moi, c'est Hugo. Je m'en vais faire un bac en enseignement primaire. Donc, j'avais une question. Est-ce que des fois, les profs demandent du travail en équipe? Oui. Oui. À distance? Ça peut arriver, oui. En fait, ce qu'ils font souvent, c'est que sur Zoom, tu peux séparer ta classe en groupes, puis tu peux choisir combien de personnes il y a dans le groupe. Donc, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils séparent la classe automatiquement. Puis là, vous êtes dans des sous-groupes Zoom, où vous travaillez et le prof peut passer de salle en salle pour vous assister. Donc, effectivement, c'est comme pas l'idéal là, de faire des travaux à distance en équipe. Là. Mais, tu sais, je pense qu'avec des Google Docs, par exemple, on peut tous écrire sur le même document. En se faisant une réunion Teams ou Zoom, ça se fait quand même bien. Puis, en se mettant des dates claires où on doit rendre les travaux. Tu sais, par exemple, pas genre la veille de la remise, mais plutôt 4 jours avant. Comme ça, tout le monde a le temps de faire des ajustements. Ça se fait quand même bien. Ah oui, super. Oui, si je peux aussi ajouter, en fait, moi, cette session, j'ai quand même beaucoup de... En droit, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a comme normalement un examen, puis un examen écrit, un examen final. On a presque jamais des travaux ou des trucs comme ça. Mais cette année, justement, compte tenu de la situation, l'épreuve, puis évidemment pour éviter le plagiat, parce que bon, on peut se mettre ensemble, puis faire des examens et tout ça, l'épreuve, on choisit vraiment de nous donner des travaux, en fait, des petits ateliers, des choses à faire à la maison, vraiment en lien plus avec le travail à la maison. Fait que la plupart des profs, ils ont donné la possibilité aux étudiants de faire soit
des travaux individuellement ou en équipe jusqu'à 4 personnes. Fait que normalement, c'est vraiment, comment dire, ils n'imposent pas les travaux en équipe nécessairement parce qu'ils savent qu'à distance, c'est un peu plus difficile, mais ils donnent quand même la possibilité, l'opportunité. Si tu veux, si tu connais déjà quelqu'un, nous, c'est sûr, nous, on est en 3e année, fait on connaît des fois déjà des étudiants qu'on a eu dans d'autres cours et c'est un peu plus facile de les contacter si on veut faire des travaux en équipe. Mais en première année, je dirais que les profs sont quand même très conscients. Puis si jamais, par exemple, le prof dit, OK, le travail, c'est une équipe des 2, max, équipe des 4 personnes, puis tu te sens vraiment pas à l'aise, tu sens que tu ne pourras pas faire ça parce que bon, tu as un contexte différent ou quoi que ce soit, tu peux toujours écrire au prof. Ils vont vraiment t'écouter. Tu peux dire oh, je n'essaierai pas à la maison de faire le travail en équipe, est-ce que je peux le faire tout seul? Fait que sens-toi libre vraiment de demander au prof si jamais tu ne te sens pas à l'aise de faire des travaux en équipe, si c'est imposé. Mais normalement, je dirais que les profs sont conscients de ça, fait qu'ils nous donnent un peu le choix de faire soit seul ou en équipe. Donc ça, c'est... Ouais. Super, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres personnes qui voudraient prendre la parole, poser une question, partager votre expérience? Il nous reste encore peut-être 2-3 minutes. Je pense que tout le monde... Et si vous êtes correct, vous pouvez aussi lever votre pouce pour nous permettre de voir... Je ne sais pas si... Parfait. Donc, je pense que tout le monde est pas mal correct. Donc, on vous remercie énormément d'avoir participé à l'activité. Donc, avant vraiment de terminer, on va lancer un petit sondage parce qu'on aimerait s'améliorer. Donc, pour les années à venir, si on refait une activité comme ça, on aimerait savoir votre opinion, on aimerait, en fait, oui, nous améliorer, savoir ce qui a bien fonctionné, ce que vous avez apprécié. Si vous avez des petits commentaires, vous pouvez les faire aussi sur le chat, nous écrire en fait vos idées en général. Donc, on a lancé le sondage. Je vous invite fortement, s'il vous plaît, à le remplir. Ça va vraiment nous aider beaucoup. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose pour la fin. Moi, il y a juste un message que je voudrais ajouter. Oui. On a parlé beaucoup de tous nos conseils au niveau plus académique. C'est sûr que la séance était axée sur les études à distance, comment réussir et tout. Il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas mis en avant et que je trouve vraiment important. Ça s'adresse autant au premier cycle qu'au cycle sup, même si on en parle plus souvent au cycle sup, mais c'est l'isolation. Avec la session à distance, on est chez nous. Je ne sais pas si pour tout le monde, vous faites du télétravail en plus de faire des études à distance, mais en tout cas, moi, j'ai passé ma session d'été dans mon 4,5 à faire enchaîner les cours, les réunions, puis le travail sur mon ordi. Donc, c'est très facile de s'isoler et de comme oublier de sortir de chez soi, d'aller voir du monde et tout avec la situation actuelle. Donc, faites-vous un horaire avec une partie pour vos cours, une partie pour vos recherches, une partie pour avancer sérieusement, mais faites-vous des périodes pour vous détendre, aller voir du monde. Faites-vous des Zooms avec vos amis. Faites-vous ce que j'appelle les Zoom péros. C'est un de mes trucs préférés en ce moment, pendant le confinement. Maintenant, je vais dans les parcs. Mais parlez avec le monde, allez à vos événements d'association, puis ne vous isolez pas parce que vous allez détester votre session si ça se résume juste à vos cours et vos recherches. Il faut profiter de tout ce que l'université offre au niveau socialisation, implication, bénévolat, peu importe. Regardez ce qu'il y a, puis impliquez-vous pour vraiment profiter de toutes les facettes de l'université et pas juste la vie académique. C'est mon petit conseil. Une très bonne intervention. Là, d'ailleurs, tout ce qui est activités culturelles, tout ce qui est bénévolat, action humanitaire communautaire, ils ont adapté certaines activités pour vous permettre quand même de vous impliquer à distance. Donc, n'hésitez pas d'aller voir toutes les différentes ressources, services qui vous offrent cette possibilité d'implication-là. Donc, il reste encore quelques petites personnes qui n'ont pas voté. Je vous invite très fortement. Ça va beaucoup nous aider à nous améliorer, comme je vous ai dit.
Et sinon, on vous souhaite une bonne journée, une bonne rentrée aussi. Vous allez voir, ça va super bien se passer. Vous allez trouver votre façon de fonctionner, vous motiver dans cette session un peu particulière. Puis on va sûrement se retrouver à nouveau sur les campus bientôt. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. On a été vraiment contents de voir le taux de participation et de vous écouter, de savoir que vous étiez là, que vous avez quand même, apprécié nos commentaires, nos témoignages, nos expériences. Donc, voilà. Si vous n'avez pas si vous avez d'autres questions peut-être plus tard durant la journée, vous pouvez toujours nous écrire via ODM+1, courriel personnalisé que vous avez sûrement déjà reçu, donc répondre à ces courriels-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en tout moment. Nous, on est là pour vous. Donc, voilà, c'est tout pour l'activité. Merci beaucoup à ceux qui ont participé au sondage. Puis, donc, on vous rejoint dans d'autres activités sûrement au courant de la journée. Puis demain. Bye bye!